Imaginez perdre votre propre voix, votre volonté, votre essence. Que feriez-vous si le paradis promis se transformait en votre pire cauchemar? Ce soir, nous plongeons dans l'abîme de la manipulation, où la foi se tord et la dévotion se transforme en chaîne invisible. Nous explorerons des témoignages glaçants de ceux qui ont réussi à échapper aux griffes de sectes et de cultes, révélant l'obscurité qui se cache derrière des promesses d'illumination. Si vous avez déjà ressenti cette étrange attraction ou connaissez quelqu'un qui l'a vécu, partagez votre perspective dans les commentaires. Et si ce genre de récit vous empêche de dormir, envisagez de vous abonner pour ne manquer aucune de nos nuits de terreur. Préparez-vous car la première histoire commence maintenant. Cette histoire nous a été envoyée par Sophia, une jeune étudiante universitaire qui, à la recherche d'un sens de communauté dans une nouvelle ville, s'est retrouvée plongée dans une situation qu'elle n'aurait jamais imaginée. Si vous avez également une histoire que vous aimeriez partager, vous pouvez me l'envoyer. J'adore lire vos expériences. Maintenant, permettez-moi de narrer ce qui est arrivé à Sophia. Je m'appelle Sophia et ce que je vais vous raconter s'est passé il y a quelques années lorsque j'ai déménagé dans une autre ville pour étudier. C'était ma première fois loin de chez moi et bien que j'étais excité par l'indépendance, je me sentais aussi incroyablement seul. L'université était énorme et j'avais du mal à me connecter avec les gens au-delà des cours. Je passais mes après-midi à la bibliothèque ou dans mon petit appartement, désireuse de trouver un groupe auquel appartenir. Un jour, en feuilletant le tableau d'affichage du campus, j'ai vu une affiche qui a attiré mon attention. Elle était simple, imprimée sur un papier crème avec une typographie élégante et disait « La confrérie de l'Aube Pacifique. Trouvez votre but, trouvez votre famille. » Réunion d'information samedi au centre communautaire de Valle Escondido. En bas, il y avait une petite carte et un numéro de téléphone. Valle Escondido était un petit village pittoresque à la périphérie de la ville, connu pour ses paysages et sa tranquillité. J'y étais allé quelquefois en randonnée, et cela me semblait un endroit charmant. L'idée d'une confrérie sonnait un peu mystique, mais la promesse de trouver un but et une famille m'attirait énormément. Je n'avais rien à perdre. Alors j'ai arraché un des onglets avec le numéro et j'ai décidé d'appeler. Une voix douce et chaleureuse m'a répondu. C'était une femme. Elle s'est présentée comme Elara. Elle m'a parlé avec une sérénité qui m'a immédiatement apporté la paix. Elle m'a expliqué qu'ils étaient une communauté dédiée à la croissance personnelle et à la connexion avec la nature, et que leur objectif était de créer un espace de soutien mutuel pour tous ceux qui cherchaient une vie plus pleine et consciente. Cela me semblait exactement ce dont j'avais besoin. Samedi, je suis allé à Valle Escondido. Le centre communautaire n'était pas ce à quoi je m'attendais. Au lieu d'un bâtiment moderne, c'était une vieille maison en pierre, restaurée avec goût, entourée d'un jardin impeccable et d'un petit potager. D'autres personnes arrivaient, la plupart jeunes, bien que j'ai aussi vu quelques visages plus mûrs. Tous avaient un sourire aimable et un regard serein. Je me suis senti accueilli dès le premier instant. À l'intérieur, l'atmosphère était incroyablement chaleureuse, des bougies parfumées, de la musique instrumentale douce, des coussins sur le sol, et l'odeur de thé aux herbes remplissait la salle principale. Elara, la femme avec qui j'avais parlé, m'a accueilli avec un câlin chaleureux, comme si nous nous connaissions depuis toujours. Ses cheveux longs et gris étaient rassemblés en une tresse, et ses yeux, d'un bleu intense, transmettaient une profonde sérénité. Nous étions assis en cercle, il y avait une vingtaine de personnes. Elara nous a présenté le guide, un homme d'âge moyen avec une barbe soignée et un regard perçant mais, en même temps, apaisant. Il portait une tunique en lin couleur crème, tout comme Elara et quelques autres qui semblaient être des membres plus anciens. Le guide a parlé de la vie moderne, de la solitude, du matérialisme qui nous éloignait de notre véritable essence. Il a parlé de l'importance de la communauté, de la spiritualité non dogmatique, de trouver l'harmonie intérieure et de vivre en harmonie avec la planète. Ces mots étaient poétiques, profonds et résonnaient en moi à chaque point. Je sentais qu'il comprenait mon vide. À la fin de la réunion, nous avons été invités à partager un dîner léger et à une séance de méditation guidée. Je me sentais si à l'aise que je suis resté. La méditation a été une expérience étrange mais relaxante. Le guide avait une voix hypnotique et je me suis senti flotter, libéré de mes préoccupations. Je suis parti de là avec un sentiment de paix que je n'avais pas éprouvé depuis longtemps. J'avais trouvé ma place, pensais-je. J'avais trouvé ma famille. Les semaines suivantes, ma vie tournait autour de la confrérie. Les réunions sont devenues plus fréquentes. Elles ont commencé par une fois par semaine, puis deux, et bientôt je sentais que je passais plus de temps à Valle Escondido qu'à l'université. Le guide et Elara parlaient de travail, de connaissance de soi, d'éveil de l'esprit et de l'harmonie universelle. Ils nous encourageaient à nous détacher des liens du monde extérieur, l'ego,
les possessions matérielles, même les opinions de ceux qui ne comprenaient pas notre chemin. Peu à peu, ils ont commencé à nous demander de laisser nos téléphones portables dans un panier à l'entrée des réunions pour être pleinement présents. Au début, cela ne me semblait pas mal. Puis, ils ont commencé à déconseiller le contact fréquent avec des membres de la famille et des amis qui ne faisaient pas partie de la confrérie. Ils ne comprennent pas ton évolution, Sophia. Leurs doutes ne te freineront que, me dit Elara d'une voix douce, tout en caressant mon bras. J'ai commencé à appeler moins mes parents, à voir moins mes quelques amis de l'université. Je me sentais coupable, mais la promesse de croissance et la chaleur que je trouvais dans la confrérie étaient très addictives. Mes notes à l'université ont commencé à en pâtir. La confrérie exigeait de plus en plus de temps. Il y avait des journées de purification, des retraites d'introspection dans des cabanes isolées et des cercles de connexion spirituelle qui duraient des heures. Nous avons cessé de l'appeler le guide et avons commencé à nous référer à lui simplement comme guide, avec une majuscule, comme un titre presque divin. Sa parole était loi. C'est lors de l'une de ces retraites que les choses ont commencé à devenir vraiment inquiétantes. Nous étions dans une cabane en bois, au milieu d'une forêt dense, à plusieurs kilomètres de la vallée cachée. Il n'y avait pas de signal téléphonique, pas de télévision, pas d'internet. Nous étions complètement isolés. Nous nous habillions tous de tuniques en lin, comme Guide et Elara, mais d'une couleur plus sombre, un gris cendré. Nous nous levions à l'aube pour méditer et passions la journée en silence, travaillant dans le jardin ou écoutant les discours de Guide. Une nuit, lors d'une cérémonie nocturne autour d'un feu de camp, Guilla a commencé à parler des anciens. Il a mentionné que notre confrérie n'était pas nouvelle, mais la résurrection d'une sagesse millénaire gardée par des êtres qui habitaient dans le seuil. Il a parlé de sacrifices, non de sang, mais d'ego et de volonté, pour ouvrir les portes et permettre à l'énergie des anciens de circuler à travers nous. Sa voix est devenue plus grave, et ses yeux brillaient d'une intensité que je ne lui avais jamais vue. Et Lara et les autres membres anciens le regardaient avec une dévotion presque fiévreuse. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je me suis allongé dans mon sac de couchage, dans la salle commune de la cabane, écoutant les murmures du vent et le craquement du bois. L'image des yeux de Guilla et le mot « sacrifice » résonnaient sans cesse dans ma tête. Je me sentais mal à l'aise, une petite piqûre de peur dans l'estomac. Le lendemain, nous avons été divisés en groupes pour une activité de purification. Mon groupe a été envoyé dans une clairière dans la forêt. On nous a demandé de nous débarrasser de tout objet qui nous liait au monde de l'illusion. D'abord, ce furent les bijoux, puis de petits souvenirs personnels. Quand on m'a demandé mon journal, celui que j'avais emporté avec moi depuis l'adolescence, j'ai résisté. C'était mon refuge, ma voix intérieure. Et Lara s'est approchée avec un sourire doux mais ferme. « Chère Sophia, de quoi as-tu peur ? De la véritable liberté. Ton journal n'est qu'un poids, une encre à l'ancien toi. » Son sourire n'atteignait pas ses yeux. J'ai ressenti une pression silencieuse, une attente de tous. Avec des larmes aux yeux, j'ai remis mon journal et je l'ai vu brûler dans un petit feu de joie avec les autres objets. Une partie de moi se sentait vide et brisée, pas libérée. Après cela, l'isolement s'est intensifié. Nos journées étaient complètement programmées. Il n'y avait plus de temps pour la réflexion personnelle, seulement pour les activités de la confrérie. Les repas devenaient de plus en plus frugaux, et je remarquais que je perdais du poids. Mon esprit se sentait nébuleux, comme si j'étais toujours dans un état de semi-sommeil. Les discours du guide devenaient plus cryptiques, plus exigeants. Il parlait de la grande récolte, des élus et de purifier le champ. Un après-midi, je me sentais étourdi et je me suis retiré un moment aux toilettes. C'est là, caché derrière un rideau, que j'ai entendu des fragments d'une conversation entre Elara et un autre des anciens, un homme nommé Dario. Ils parlaient à voix basse, mais leurs mots étaient glaçants. « La nouvelle livraison est-elle prête pour la récolte ?» demanda Dario. « Presque. Sophia montre encore un peu de résistance, mais son esprit est presque brisé. Elle sera parfaite pour le rituel du seuil, » répondit Elara avec un rire sec qui ne sonnait pas du tout paisible. Mes jambes se sont dérobées. Rituel du seuil. Récolte. De quoi parlait-il ? Mes pensées ont commencé à relier des points. Les anciens, les sacrifices de volonté, les objets personnels brûlés, l'isolement, le régime, la brume mentale. Ce n'étaient pas des métaphores. J'étais en danger. J'étais dans une secte. La panique m'a envahi. Je devais sortir de là. Mais comment ? Je n'avais pas de téléphone. Je ne savais pas exactement où j'étais. Nous étions au milieu de la forêt. Je me sentais piégé.
mon esprit embrouillé et affaibli par le manque de nourriture et le lavage de cerveau constant. Cette nuit-là, il y avait une cérémonie d'initiation avancée. Tous ceux qui étions arrivés dans la nouvelle fournée étions appelés à participer. Ils nous ont emmenés dans une zone plus profonde de la forêt, dans une clairière où se trouvait un cercle de pierre runique et une grande dalle de pierre au centre. La pleine lune illuminait la scène d'une lumière spectrale. Les anciens membres portèrent leurs tuniques sombres et leurs visages étaient peints de symboles étranges. Guilla, au centre, irradiait une énergie qui me faisait trembler. On nous a demandé de nous mettre en file devant la dalle. Un par un, Guilla nous posait une question et nous offrait un petit calice en bois avec un liquide sombre et épais. « Sophia » dit Guilla quand vint mon tour, sa voix résonnant dans le silence. « Es-tu prête à transcender le monde de l'illusion et à rejoindre les anciens? Acceptes-tu la grande récolte ?» Il me tendit le calice. Le liquide avait une odeur sucrée, mais aussi amère. Mon cœur battait la chamade dans ma poitrine. Je me rappelais les mots d'Elara, rituel du seuil. Je regardais le calice, puis levais les yeux vers ceux de Guilla. Ils n'étaient plus rassurants. Ils étaient froids, calculateurs, avec une lueur fanatique qui me glaça le sang. C'est alors que je vis, ou crus voir, quelque chose au fond de ses pupilles. Une obscurité abyssale, un manque d'humanité qui me fit comprendre la véritable nature de cette famille. Je compris que ma vie, telle que je la connaissais, avait pris fin si je buvais de cela. À ce moment de lucidité terrifiante, mon instinct de survie s'enflamma comme jamais. Je ne pouvais pas boire cela. Je ne savais pas ce que c'était, mais je pressentais que cela signifierait perdre tout ce qu'il me restait. « Non » murmurai-je, le mot à peine audible. Un silence dense tomba sur la clairière. Les visages peints des autres membres se sont tournés vers moi, leurs yeux brillant dans l'obscurité. Guilla m'a regardé, et pendant un instant, j'ai vu une colère froide qui m'a fait reculer. « Tu as dit non, Sophia ?» Sa voix était douce, mais chargée d'une menace implicite. « Non !» criai-je cette fois, ma voix tremblante mais ferme. Le calice a glissé de mes mains et s'est brisé contre les pierres, le liquide sombre éclaboussant la terre. Tout s'est passé très vite. Les anciens se sont précipités sur moi, et Lara, qui était près de moi, m'a attrapé par le bras avec une force que je ne croyais pas possible en elle. « Sotte, tu ne sais pas ce que tu as fait !» siffla-t-elle, mais la panique m'a donné une force inattendue. Je me suis dégagé de l'emprise d'Elara et je me suis mis à courir. Je ne savais pas où j'allais, je courais juste à travers la forêt, trébuchant sur des racines et des rochers. J'entendais des cris et des pas derrière moi. « Reviens, Sophia, tu ne peux pas échapper aux anciens !» Je courais sans me retourner, le cœur sur le point d'exploser. Les branches me griffaient le visage et les bras. La lumière de la lune peinait à percer le couvert des arbres et la forêt était une masse d'ombre menaçante. Je croyais entendre leur voix, me chuchotant de partout, se moquant de ma tentative. Je ne sais pas combien de temps j'ai couru, mes poumons brûlaient, mes jambes me faisaient mal. Enfin, épuisé, je suis tombé dans un fossé couvert de broussailles. Je suis resté là, immobile, essayant de réguler ma respiration, écoutant. Les pas et les voix semblaient s'éloigner, ou peut-être que c'était mon esprit qui me jouait des tours. J'ai attendu. Le froid de la nuit me pénétrait jusqu'aux os. Quand le soleil a commencé à percer entre les arbres, révélant les contours de la forêt, je me suis levé avec difficulté. Elle était sale, pleine de griffures, ma tunique grise déchirée. J'ai commencé à marcher sans but, priant de trouver un chemin, une route. Des heures plus tard, couverte de rosée et tremblant de froid et de peur, j'ai aperçu au loin une tour haute tension. Je me suis accroché à cette image comme à un espoir. Finalement, j'ai atteint une route secondaire. J'y ai marché jusqu'à ce que je voie un vieux bus arrêté à un arrêt. Il y avait un conducteur dehors en train de fumer. Je me suis approché, tremblante, et je lui ai raconté une histoire à moitié, que je m'étais perdu lors d'une excursion et que j'étais désorienté. L'homme m'a regardé avec un peu de suspicion, mais mon apparence a dû le convaincre que quelque chose de mauvais m'était arrivé. Il m'a laissé monter dans le bus, qui allait vers la ville. J'ai appelé mes parents depuis une cabine téléphonique à la gare routière. J'ai pleuré de manière incontrôlable. Je leur ai raconté une version édulcorée de ce qui s'était passé, que j'étais tombé dans un groupe étrange et que cela m'avait beaucoup effrayé. Je n'ai pas voulu leur donner les détails les plus sombres, ni mentionner les mots « rituel » ou « récolte ». J'ai encore du mal à en parler. Ils sont venus me chercher le lendemain. J'ai quitté l'université et suis rentré chez moi. J'ai mis des mois à me remettre. J'ai eu des cauchemars constants, des attaques d'anxiété et une profonde méfiance envers les gens. Tout groupe amical, toute promesse de communauté me déclenchait la panique. Je n'ai jamais su ce qu'ils m'auraient fait exactement si j'avais bu de ce calice. Je n'ai pas osé les dénoncer non plus. Que dirais-je à la police ? Qu'une fraternité pacifique dans un village idyllique réalisait des rituels du seuil
et planifier une grande récolte. Cela sonnerait comme de la folie. De plus, l'idée de retourner à Valle Escondido, de m'approcher de cette cabane me terrifiait. Aujourd'hui, des années plus tard, je vis toujours avec les séquelles de cette expérience. Je suis plus solitaire, plus prudente. Parfois, dans le silence de la nuit, je crois entendre le murmure de Guilla ou le rire sec d'Elara. Et quand je vois des groupes de personnes avec des regards trop sereins, avec des sourires qui n'atteignent pas leurs yeux, un frisson me parcourt le dos. Je ne sais pas si la confrérie de l'Aube Pacifique est toujours là, dans la vallée cachée, à la recherche de nouvelles récoltes. Mais ce que je sais, c'est que jamais, au grand jamais, je ne rejoindrai une autre famille qui promet de te faire trouver ton but. Parfois, il vaut mieux être seul que de se perdre dans l'obscurité d'un autre. Et ainsi se termine l'histoire percutante de Sophia. Il n'est pas facile d'imaginer l'horreur de réaliser que l'on est tombé dans un piège si subtil et, en même temps, si dangereux. C'est un rappel que tout ce qui brille n'est pas or et que parfois, la quête d'appartenance peut avoir un prix incalculable. Si cette histoire vous a touché, ou si vous avez également eu une expérience avec un groupe inhabituel ou une secte, j'aimerais lire vos commentaires et ce que vous pensez de ce récit. Cette histoire m'a été envoyée par une abonnée qui préfère rester anonyme. Ce qui lui est arrivé il y a quelques années l'a profondément marquée, et aujourd'hui, avec le courage de le partager, elle nous permet d'entrevoir une expérience qui nous fera réfléchir à 2 fois avant de chercher la paix dans des lieux inconnus. Si vous aimez ce genre de récit qui vous donne des frissons, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Maintenant, laissez-moi vous raconter ce qui lui est arrivé. Je m'appelle Elena, ou du moins c'est ainsi que je me présenterai ici. Je préfère garder mon identité anonyme car, bien que des années aient passé, l'ombre de ce que j'ai vécu me poursuit encore. À l'époque, j'avais 28 ans et je me trouvais à un moment de ma vie où je me sentais complètement perdu. J'avais terminé une longue relation et mon travail me semblait de plus en plus vide. Je cherchais quelque chose, n'importe quoi, qui me donnerait un sens ou au moins un peu de paix. C'est en naviguant sur Internet que je suis tombé sur l'annonce « Retraite spirituelle ». Le jardin de l'âme. Il promettait 1 semaine de connexion avec la nature, de méditation profonde, de guérison intérieure et l'opportunité de trouver votre vrai soi dans un environnement idyllique et paisible. Les photos montraient un endroit magnifique, une vieille maison entourée de forêts et d'un lac cristallin. Les témoignages parlaient de transformations miraculeuses et d'une profonde sensation de bien-être. Cela semblait exactement ce dont j'avais besoin. J'ai décidé d'y aller. Je n'y ai pas beaucoup réfléchi, j'ai simplement réservé et me suis préparé à me déconnecter du monde. L'endroit était assez isolé, dans une zone montagneuse que j'ai mis plusieurs heures à atteindre en bus, puis en taxi qui m'a déposé sur un chemin de terre. De là, j'ai dû marcher une 20aine de minutes jusqu'à ce que la grande maison apparaisse dans la brume du crépuscule. La première impression était exactement comme sur les photos, rustique mais accueillante. Un couple d'autres personnes est arrivé en même temps que moi. Nous étions une 15aine au total, d'âges et d'origines différents, tous à la recherche de quelque chose. Un homme d'âge moyen, à la barbe blanche et aux yeux sereins, qui se faisait appeler Maître Elias, nous a accueillis. Sa voix était douce et apaisante, sa présence magnétique. Dès le premier instant, il inspirait confiance, une sorte de sagesse ancestrale qui semblait émaner de lui. Les premiers jours étaient exactement ce que j'attendais. Nous nous levions à l'aube pour méditer devant le lac, faisions du yoga, mangions des aliments biologiques délicieux cultivés sur place et avions de longues discussions de groupe où nous partagions nos préoccupations et nos espoirs. Je ressentais une connexion instantanée avec les autres participants. Nous étions tous ouverts, vulnérables, à la recherche de réponses. Le maître Elias était toujours présent, écoutant attentivement chacun, offrant des mots d'encouragement et des perspectives qui, à ce moment-là, me semblaient profondément sages. J'ai commencé à ressentir une paix que je n'avais pas expérimentée depuis longtemps. Mon esprit, qui était habituellement un tourbillon de préoccupations, a commencé à se calmer. Je me sentais partie intégrante de quelque chose, une communauté d'âmes en quête de vérité. Les règles étaient simples, pas de téléphone portable, nous les avons remis à notre arrivée. Pas de nouvelles du monde extérieur, silence à certains moments de la journée pour l'introspection et une confiance absolue dans les enseignements du maître. Pour moi, c'était de petits sacrifices en échange de la sérénité que je ressentais. Cependant, au fur et à mesure que les jours passaient, j'ai commencé à remarquer de petites choses. Au début, elles étaient imperceptibles, presque comme si ma propre esprit me jouait un tour. Les séances de méditation devenaient plus longues. Parfois, elles duraient des heures, au point que mes jambes s'engourdissaient et que mon esprit se sentait épuisé au lieu d'être revitalisé. Le maître Elias a commencé à parler davantage des énergies négatives qui devaient être purifiées
et de la nécessité de se donner complètement pour atteindre la véritable illumination. Je me souviens d'une nuit en particulier. Après le dîner, le maître nous a réunis dans une grande salle avec une cheminée. Le feu crépitait doucement. Il nous a demandé de nous asseoir par terre, les yeux fermés, et de répéter un mantra encore et encore. Sa voix, autrefois douce, est devenue plus rythmique et pénétrante. Au fur et à mesure que le mantra se répétait, les lumières de la salle s'éteignaient et l'odeur de l'encens devenait plus intense, presque étouffante. J'ai ressenti une étrange sensation de dépersonnalisation, comme si mon corps se dissociait de mon esprit. Je ne savais pas si c'était à cause du manque de sommeil ou de l'hypnose subtile de sa voix, mais je sentais que je flottais. Quand nous avons enfin ouvert les yeux, je ne me souviens pas combien de temps s'était écoulé. Cela aurait pu être des heures. Certains des participants pleuraient en silence, d'autres avaient une expression d'extase sur leur visage. Le maître Elias nous regardait avec un sourire énigmatique. « Vous avez expérimenté la première étape de la purification », a-t-il dit. « Le chemin est long, mais vous êtes sur la bonne voie. » À partir de ce moment-là, l'atmosphère de la retraite a changé. Les entretiens individuels avec le maître Elias sont devenus plus fréquents et plus intimes. Il me posait des questions sur mes peurs les plus profondes, mes insécurités, mes désirs cachés. Il me faisait sentir qu'il me comprenait vraiment, qu'il voyait à travers mon âme. Mais en même temps, ces mots ont commencé à saper ma propre confiance en mes décisions et en mon passé. Ces décisions t'ont conduit à l'infortune, disait-il. Tu dois te dépouiller de ton ancien moi pour renaître. J'ai commencé à voir comment d'autres participants changeaient radicalement. Une femme qui était arrivée pleine de vitalité avait maintenant les yeux enfoncés et une expression vide. Un homme qui se plaignait d'insomnie semblait maintenant être dans un transe constante. Ils paraissaient mais plus minces, plus pâles, presque comme si une partie de leur essence avait été drainée. Quand je leur demandais comment ils se sentaient, ils répondaient par des phrases toutes faites sur la libération et la vérité, mais leurs yeux ne reflétaient pas cette paix. Une des règles non écrites, mais très claires, était de ne pas sortir des limites du jardin de l'âme, sans permission. Le maître nous disait que le monde extérieur était rempli d'énergie toxique, qui pouvait contaminer notre purification. Un jour, lors d'une promenade dans la forêt, je suis tombé sur l'un des jeunes qui travaillait au retrait. C'était un garçon silencieux, d'une vingtaine d'années, qui parlait rarement. Je l'ai vu essayer de monter dans l'un des rares véhicules présents sur place, une vieille camionnette. Avant qu'il puisse démarrer, 2 des disciples, les plus anciens du maître, des hommes robustes et silencieux, l'ont intercepté. Il n'y a pas eu de cris, ni de lutte violente. Juste un regard du jeune plein de désespoir avant qu'il ne le ramène à la maison. Je l'ai vu disparaître et je ne l'ai plus revu dans les jours suivants. Cet incident a allumé une petite étincelle d'alarme en moi. C'était la première fissure dans la façade de paix et d'amour que j'avais construite pour moi-même. J'ai commencé à observer avec plus d'attention. J'ai remarqué que le maître Elias avait un contrôle absolu sur tout, la nourriture que nous mangions, de plus en plus rare et sans saveur, les activités que nous faisions, même nos conversations. Si quelqu'un exprimait un doute, il était emmené à une séance de purification spéciale avec le maître et revenait le lendemain, plus soumis et avec un regard encore plus absent. Mon sommeil est devenu agité. J'ai commencé à entendre des bruits étranges la nuit, des chuchotements qui semblaient venir des murs, des pas furtifs dans les couloirs. Un matin, un bruit fort m'a réveillé. Je suis sorti de ma chambre et j'ai vu une faible lumière qui sortait de la salle principale où se faisaient les méditations. La curiosité, ou peut-être la peur, m'a poussé à m'approcher. La porte était entrebâillée. J'ai jeté un coup d'œil. Ce que j'ai vu m'a glacé le sang. Le maître Elias était là, debout au centre de la pièce, mais il n'était pas seul. Autour de lui, 5 ou 6 des disciples les plus anciens étaient à genoux, la tête baissée, murmurant quelque chose d'incompréhensible. Sur le sol, devant le maître, il y avait un cercle dessiné avec une substance sombre, et au centre, ce qui semblait être des branches sèches et quelques petites figures sculptées, comme des idoles. Le maître tenait un petit couteau et faisait des mouvements lents et précis sur l'une des figures, comme s'il était en train de sacrifier quelque chose. Il n'y avait aucune trace de la paix et de la sérénité qu'il montrait pendant la journée. Son visage était tendu, ses yeux brillaient d'une intensité fiévreuse qui me semblait terrifiante. Je me suis retiré en silence, le cœur battant dans mes tempes. Je suis retourné dans ma chambre et me suis blotti sous les draps, tremblante. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. J'ai compris que ce n'était pas un retrait spirituel, c'était une secte, et j'étais piégé. Le lendemain matin fut un tourment. Je devais feindre la normalité, mais mon esprit était en panique. J'avais besoin de sortir de là. Mais comment ? Nous étions isolés, sans téléphone,
et les routes étaient surveillées. Pendant le petit déjeuner, le maître Elias nous regarda tous avec son sourire habituel. Ses yeux s'arrêtèrent sur moi un instant de plus que la normale, un regard qui me sembla chargé d'une connaissance sombre. « Quelqu'un a-t-il eu des rêves troublants cette nuit ?» demanda-t-il d'une voix douce. Plusieurs secouèrent la tête. Certains semblaient être dans un autre monde. Moi, terrifié, je me contentais de murmurer que non. Je savais que mon temps était compté. J'avais besoin d'un plan. Je réalisais que la camionnette que j'avais vue la veille était le seul moyen de transport pour les urgences ou pour apporter des provisions. Si je parvenais à y arriver, j'aurais peut-être une chance. Cet après-midi-là, pendant le moment de silence et contemplation, je fis semblant d'avoir un fort mal de tête et je me retirai dans ma chambre. Ce n'était pas inhabituel, donc cela ne suscita pas de soupçon. Une fois à l'intérieur, je fouillai dans mon sac à dos pour trouver quoi que ce soit qui pourrait m'aider. Je trouvai un petit couteau que je gardais toujours avec moi, un briquet et un peu d'argent que j'avais réussi à cacher. J'attendis que la nuit soit complètement tombée. Les bruits étaient revenus, les chuchotements, les pas. J'écoutais le mantra que répétèrent les autres dans la salle principale, de plus en plus lugubre. Je rassemblai mon courage, j'ouvris la fenêtre de ma chambre avec précaution. C'était une petite fenêtre, mais je pus passer en rampant. Je tombais sur l'herbe humide. L'obscurité était presque totale. Seule la lune croissante offrait une lumière tamisée. L'air froid de la montagne me frappa le visage, me réveillant de la sorte de léthargie dans laquelle j'étais. Je rampais silencieusement à l'arrière de la maison, me cachant parmi les buissons. J'entendis des voix près de la cuisine et le tintement de quelque chose de métallique. Ce devaient être les disciples les plus anciens. Mon cœur battait si fort que je pensais qu'ils me trahiraient. J'avançai vers la zone où j'avais vu la camionnette la veille. Elle était là, juste où je me souvenais. La camionnette était vieille, mais les clés étaient sur le contact. Une erreur, une négligence, ou peut-être un test, je ne sais pas. Je montai sur le siège du conducteur, tremblant. Je mis le moteur en marche. Le rugissement du vieux moteur diesel brisa le silence de la nuit comme un tonnerre. Je savais que cela me trahirait. Il n'y avait pas de temps à perdre. J'appuyai sur l'accélérateur. La camionnette avançait en chaos sur le chemin de terre. Je regardais dans le rétroviseur. Les lumières de la maison s'allumèrent. Je vis des ombres se mouvoir frénétiquement, certains courant vers l'endroit où j'étais. C'étaient eux. Ils venaient. Je conduisis comme jamais auparavant. Le chemin de terre se sentait comme une piste de glace sous les roues. Je sentis le choc des branches contre le véhicule, le moteur se plaignant, la suspension grinçant. Je ne m'arrêtais pas, je ne regardais pas en arrière, je voulais juste m'éloigner. Après ce qui sembla une éternité, la camionnette s'arrêta brusquement. Elle était tombée en panne d'essence. J'étais au milieu de nulle part, sur une route de montagne sinueuse, sous la lune. Je ne savais pas où j'étais. La peur m'a envahi. Et si on me suivait? Et si on me trouvait? J'ai quitté la camionnette et j'ai commencé à marcher sur la route, trébuchant dans l'obscurité. Le froid était insupportable, mais la peur me gardait au chaud, me poussait. J'ai marché pendant des heures, jusqu'à ce que l'aube commence à peindre le ciel de teintes grises et roses. C'est alors que j'ai vu, au loin, la silhouette d'un village. Petit, mais c'était un village. Des larmes de soulagement et de terreur se mêlaient sur mon visage. J'ai réussi à atteindre le poste de police le plus proche et j'ai raconté mon histoire. Ou du moins, ce que j'ai pu raconter. Les autorités m'ont regardé avec un mélange de scepticisme et de compassion. Ils ont dit qu'ils enquêteraient, mais que ces retraites spirituelles opéraient souvent dans des zones grises de la loi. Ils n'ont rien trouvé d'illégal dans la maison, juste un groupe de personnes méditant. Je savais ce que j'avais vu, ce que j'avais ressenti, ce qu'on m'avait fait ressentir. Depuis ce jour, ma vie n'a plus jamais été la même. Je dors avec la lumière allumée, les bruits nocturnes me terrifient et je fais confiance à très peu de gens. Parfois, dans mes rêves, je vois le visage du maître Elias avec ce sourire énigmatique et ses yeux qui semblent voir directement dans mon âme. Parfois, j'entends le mantra, les murmures. Je sais que j'ai échappé physiquement, mais une partie de moi est restée dans ce jardin de l'âme. Et je ne sais pas si je la récupérerai un jour complètement. Cette histoire nous laisse avec un frisson dans le dos et la question de jusqu'où peut aller la manipulation. Cette histoire nous a été envoyée par Elias, un abonné de la chaîne passionné par la photographie et l'exploration urbaine. Si vous avez également une expérience inexplicable que vous aimeriez partager avec la communauté, vous pouvez me l'envoyer. Je lis toujours chaque histoire qu'on m'envoie. Ce qui est arrivé à Elias dans ce village abandonné est l'un de ces récits qui vous laissent penser si nous sommes vraiment seuls dans ce monde, ou s'il existe des forces beaucoup plus anciennes et étranges qui attendent dans les lieux oubliés. Installez-vous confortablement et préparez-vous, car voici son histoire. Je m'appelle Elias, et avant tout cela, ma vie était assez ordinaire. J'étais un photographe amateur, un explorateur urbain à la recherche de l'oublié, du décrépit,
de la beauté cachée dans la décadence. J'ai toujours été fasciné par les endroits où personne ne voulait aller. Usines abandonnées, hôpitaux en ruine, vieilles gares rongées par le temps. Mon appareil photo était mon compagnon, mon objectif, la fenêtre sur un monde que la plupart préféraient ignorer. Mais rien, absolument rien, ne m'avait préparé à ce que je trouverais dans le village de El Silencio. J'avais entendu parler d'El Silencio pour la première fois sur un forum internet dédié aux lieux abandonnés. La description était succincte, presque cryptique. Un village qui a simplement disparu, sans explication. Près des anciennes routes du charbon, dans une zone de montagne. Les habitants évitent d'en parler. Il n'y avait pas de coordonnées exactes, juste des indications vagues et une légende locale sur la terre qui dévore. Ma curiosité, comme toujours, a été ma perte. J'ai passé des semaines à enquêter. Anciens cartes, registres paroissiaux oubliés, articles de journaux jaunis du début du XXe siècle. Finalement, j'ai réussi à tracer un itinéraire approximatif. Le silence n'apparaissait pas sur les cartes modernes. C'était comme si la géographie elle-même avait décidé de l'effacer. J'ai décidé d'y aller un week-end, de camper à proximité et de consacrer quelques jours à l'explorer. C'était le genre d'aventure que j'avais toujours recherché. La route est devenue un chemin de terre, puis un sentier couvert de broussailles que ma vieille voiture n'a pas pu suivre. J'ai garé sur le côté et chargé mon sac à dos. Appareil photo, trépied, lampe de poche, eau, un peu de nourriture et une petite tente. Le soleil commençait déjà à descendre, teintant le ciel de teintes orangées et violettes. L'air dans la montagne était frais, avec une odeur de pin et de terre humide. Il y avait une paix étrange, presque écrasante. Le silence, ironiquement, était total. Ni le chant des oiseaux, ni le bourdonnement des insectes. Rien. J'ai marché pendant presque 2 heures, me guidant avec une vieille carte topographique et une boussole. La végétation était dense, mais de temps en temps, entre les arbres, je voyais des indices d'un ancien sentier, presque englouti par la forêt. Lorsque la lumière a commencé à s'estomper, je suis tombé sur ce qui semblait être un mur de pierre en ruine, semi-caché par le lierre. C'était la limite du silence. Un frisson m'a parcouru le dos. Il y avait une sensation palpable dans l'air, une lourdeur qui n'était pas seulement celle de la nuit qui tombait. Les arbres semblaient m'observer, leurs branches tordues comme des doigts squelettiques. Dans la pénombre, les silhouettes des premières maisons du village ont émergé, petites, en pierre et en bois, avec des toits effondrés et des fenêtres brisées, des bouches sombres qui invitaient à l'imagination. J'ai monté ma tente à une certaine distance, sur une petite esplanade qui promettait une vue décente au lever du soleil. J'ai préparé un petit feu de camp pour chasser le froid et les nerfs. Alors que le feu crépitait, j'ai sorti mon appareil photo et pris quelques photos du crépuscule sur les ruines. Les images, même dans le petit viseur, avaient une qualité spectrale. Un froid sans rapport avec la température m'a envahi. Je me sentais observé, non par des animaux, mais par quelque chose de plus ancien. À minuit, un bruit m'a réveillé. Au début, je pensais que c'était le vent, mais c'était un murmure rythmique, bas, comme un chant lointain. Je me suis assis, mon cœur battant la chamade. Cela venait des profondeurs du village. Il était trop tard pour enquêter, et la logique me disait que c'était probablement mon imagination, ou peut-être un animal. Mais la sensation d'être observé s'était intensifiée. Je me suis accroché à mon couteau de camping et me suis enroulé davantage dans mon sac de couchage, essayant de me convaincre que j'étais en sécurité. Je n'ai pas beaucoup dormi le reste de la nuit. À l'aube, avec la promesse du soleil dissipant les ombres, je me suis senti plus courageux. J'ai démonté ma tente et l'ai rangée dans la voiture. Je me suis armé de mon appareil photo et de mon trépied, prêt à explorer le mystère. Le chant de la nuit s'était estompé, mais l'étrange atmosphère persistait. J'ai marché sur ce qui avait été la rue principale. Les maisons étaient dans un état de ruine, mais ce qui m'a frappé, c'était l'absence de vandalisme. Il n'y avait ni graffiti, ni bouteilles cassées. C'était comme si le temps s'était arrêté au moment où ses habitants étaient repartis. Certaines portes étaient entrebâillées, révélant des intérieurs couverts de poussière, des meubles vermoulus et des objets oubliés, figés dans le temps. Une poupée en porcelaine sans un œil me regardait depuis un rebord de fenêtre. Une horloge murale sans aiguille était allongée sur le sol. J'arrivais à ce qui semblait être la place centrale, dominée par une petite église en pierre. Son clocher était incliné et les vitraux étaient brisés. Je m'approchais, cherchant une entrée. Une lourde porte en bois était entrebâillée, grinçant légèrement avec la brise. En la poussant, l'intérieur sombre et froid me reçut. L'air à l'intérieur de l'église était épais, avec une odeur d'humidité, d'encens rance et quelque chose d'autre, quelque chose de difficile à décrire, comme de la terre fraîchement retournée et du métal ancien. La nef était presque intacte,
malgré les années. Les bancs étaient recouverts d'une épaisse couche de poussière, mais ce qui attira vraiment mon attention fut l'autel. Au lieu d'une croix ou d'une statue de saint, il y avait une pierre noire, lisse et polie, de forme irrégulière, d'environ 1 mètre de hauteur. Ce n'était ni du granit ni du basalte. Sa surface semblait absorber la lumière. Autour d'elle, sur le sol en pierre, il y avait des symboles gravés, des spirales, des angles et des formes que je ne reconnaissais pas, mais qui me semblaient profondément inquiétantes. Alors que je photographiais la pierre, un rayon de soleil s'infiltra par l'une des fenêtres brisées, illuminant un coin. Là, sur un banc latéral, je vis quelque chose qui me fit sursauter. Une figure assise, c'était un homme. Il semblait vieux, avec le dos courbé et les cheveux blancs rassemblés en une tresse. Il portait des vêtements simples en laine et en lin qui semblaient d'une autre époque. Il était immobile, regardant vers l'autel. Il ne s'était pas déplacé même lorsque j'ouvris la porte. Il avait été si absorbé par la pierre que je ne l'avais pas vu. Mon cœur fit un bond. Je ne m'attendais pas à trouver quelqu'un. Ce village était censé être abandonné. « Bonjour !» Ma voix résonna rauque dans le silence de l'église. L'homme ne bougea pas. Ma peau se hérissa. Je me sentis idiot, vulnérable. Ce n'était qu'un vieux, mais son immobilité était antinaturelle. « Avez-vous besoin d'aide ?» demandai-je à nouveau, plus fort cette fois. Lentement, comme s'il se réveillait d'un profond sommeil, l'homme tourna la tête. Ses yeux étaient ce qui m'impacta le plus. Ce n'étaient pas les yeux troubles d'un vieil homme. Ils étaient d'un bleu pâle et intense, mais en même temps vides, comme 2 morceaux de ciel mort. Il ne me regardait pas, mais à travers moi. « Tu es arrivé », dit sa voix. Elle était basse, rauque, mais étrangement claire, avec un accent que je ne pouvais pas identifier. « La terre t'a appelé. » Une sueur froide me parcourut le front. « Comment savez-vous que je suis arrivé ? Qui êtes-vous » L'homme se leva avec une lenteur exaspérante. Il était plus grand qu'il ne le paraissait assis. « Je suis le gardien. De la terre. De la présence. » Ses yeux ne clignèrent jamais. Nous attendions. Elle t'a amené ici. Mon instinct de survie me criait de fuir. Mais la curiosité, cette maudite curiosité, me maintenait ancré. La présence, qu'est-ce que c'est ? L'homme s'approcha lentement, sans faire de bruit. Il marchait comme s'il flottait. C'est celle qui donne la vie, celle qui enlève, celle qui unit, celle qui est. Il s'arrêta à quelques mètres de moi. Il n'y avait aucune hostilité sur son visage, juste une étrange et désincarnée certitude. Tu es venu pour comprendre, pour te joindre. Je reculai d'un pas. Non, je ne fais que... Je suis photographe. J'explorais le village. Un sourire à peine perceptible se dessina sur ses lèvres. Un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. Tout le monde vient explorer. Peu trouvent le chemin du retour une fois que la présence les a touchés. Il se dirigea vers la porte, bloquant ma sortie. « Mais ne t'inquiète pas. Ici, tu es en sécurité. Avec nous. »« Nous ?» demandai-je, ma voix à peine un murmure. À ce moment-là, les ombres de l'église semblèrent s'approfondir. Je regardai autour de moi. Entre les bancs, dans les coins les plus sombres, d'autres silhouettes commencèrent à émerger. Des hommes et des femmes, vêtus de vêtements semblables à ceux du gardien. Leurs visages étaient tous identiques, calmes, vides, avec ces yeux d'un bleu si pâle qu'ils semblaient dépourvus de vie. Ils se déplaçaient sans le moindre bruit, s'approchant lentement, formant un cercle autour de moi. Ils étaient au moins 12. Il n'y avait aucune agression dans leurs mouvements, mais leur présence était écrasante. Je me sentais comme un insecte piégé. Mon esprit criait « Cours, sors d'ici !» Le gardien tendit une main osseuse vers moi. « Nous t'invitons à connaître la vérité du silence. » Mon corps, sans réfléchir, réagit. Je poussai le gardien de toutes mes forces, me frayant un chemin à travers le cercle. Ils ne me poursuivirent pas. Ils observèrent simplement avec leurs yeux vides pendant que je courais vers la porte. Je sortis à la lumière du jour, qui semblait maintenant étrangement tamisée, et je me mis à courir dans la rue principale. Je courus comme jamais auparavant. La peur me poussait, mais en courant, je réalisais quelque chose de troublant. Je n'entendais pas mes propres pas. C'était comme si mes pieds touchaient à peine le sol. L'air était épais, et le silence était revenu, plus profond, plus oppressant. Je regardais en arrière. Personne ne me suivait. Mais depuis les fenêtres et les portes des maisons en ruine, les figures de El Silencio m'observaient. Elles étaient des centaines maintenant, ou du moins, c'est ainsi que le ressentait mon esprit terrifié. Leurs yeux bleu pâle étaient comme des lunes mortes dans chaque bouche sombre. Mes poumons brûlaient. J'arrivais à la limite du village, au mur de pierre en ruine. Je me frayais un chemin à travers la dense broussaille,
essayant de trouver le sentier qui me ramènerait à ma voiture. Mais la forêt avait changé, les arbres semblaient bouger, les ombres dansaient, et le sentier dont je me souvenais avait disparu. Chaque arbre, chaque roche, semblait identique à la précédente. J'étais perdu, le désespoir m'envahit. Je commençais à crier, ma voix étouffée par le silence de la forêt. Mes cris sonnaient faibles, absurdes. Je continuais à marcher, trébuchant, sentant que la forêt se refermait autour de moi, que ses branches me griffaient, que les racines m'attrapaient. Le soleil commença à descendre à nouveau. La peur la plus primitive s'empara de moi. Je ne pouvais pas passer une autre nuit ici, pas avec eux m'observant, la présence, attendant. C'est alors que j'entendis le chant à nouveau. Plus fort cette fois, il venait de partout. C'était un murmure qui s'infiltrait dans mes oreilles, dans mon esprit. Ce n'étaient pas des mots, mais une mélodie dissonante, une vibration qui semblait résonner avec quelque chose de très profond en moi. Mes jambes commencèrent à fléchir. Je ressentais une fatigue extrême, comme si toute mon énergie était aspirée. Je tombais au sol, épuisé. L'appareil photo me glissa des mains. Je levai les yeux. À travers les arbres, je vis les lumières. C'étaient des centaines de petites lumières clignotantes, comme des lucioles hypnotisantes, flottant entre les arbres, s'approchant lentement. Et derrière elles, je vis les silhouettes. Les figures aux yeux bleu pâle. Elles ne couraient pas, elles se déplaçaient lentement, dans un défilé silencieux mais inexorable. Le champ grandissait. Ma vision commençait à s'embuer. Je sentis un froid glacial s'étendre de mes doigts jusqu'à ma poitrine. J'essayais de bouger mais mon corps ne répondait pas. Juste au moment où les premières figures allaient m'atteindre, une lumière brillante déchira l'obscurité. Une voiture, au loin. Comment ? Il n'y avait pas de chemin par là, mais la lumière était réelle. Je rassemblais la dernière once de force qui me restait et criais de toutes mes forces. Je ne sais pas si c'était mon cri ou si c'était la lumière, mais les figures s'arrêtèrent. Les lumières clignotantes s'évanouirent, le chant cessa, la forêt redevint silencieuse, mais d'une manière différente, une manière que je ressentais comme un retrait forcé. La voiture s'approcha, crissant sur le chemin de terre. C'était un vieux jeep conduit par un garde forestier. Il me vit là, allongé, tremblant et couvert de boue. « Jeune homme, que faites-vous ici ? C'est dangereux de se promener seul par ici la nuit. » Je ne lui ai jamais raconté ce que j'avais vu. Je lui ai dit que je m'étais perdu, que je m'étais désorienté et que j'étais tombé. Il me ramena à ma voiture, qui était exactement là où je l'avais laissée. En passant près du supposé village, il n'y avait aucune lumière, aucun signe de vie, juste la silhouette sombre des arbres. Je rentrai chez moi, mais je ne revins pas en étant le même Elias. Les photographies de El Silencio, les quelques-unes que j'ai réussi à conserver, étaient étranges. La pierre noire de l'autel n'apparaissait sur aucune. À la place, il y avait une tache sombre et floue. Et sur certaines prises des maisons, dans la pénombre des fenêtres, j'aurais juré voir les yeux bleu pâle. Depuis lors, j'évite les lieux abandonnés. Ma curiosité est morte, remplacée par une terreur froide. Parfois, lors des nuits les plus silencieuses, quand la ville dort et que mon esprit est calme, j'entends à nouveau le chant. Un murmure lointain qui s'infiltre dans mes rêves et me fait me réveiller en sueur. Je ressens à nouveau l'épuisement, comme si quelque chose essayait de me ramener en arrière. Je n'ai jamais cherché à retrouver le silence. Et j'espère, de toutes mes forces, que le silence ne me trouve pas. Parfois, je sens qu'une partie de moi était restée là-bas, et une partie d'eux m'a suivi. Le gardien a dit que la terre m'avait appelé, et je ne suis pas sûr que la terre m'ait déjà complètement libéré. Et ainsi se termine le récit troublant qu'Elias nous a partagé. Il dit que, bien qu'il ait essayé de l'oublier, le souvenir et la sensation de ses yeux vides ne l'abandonneront jamais. Si jamais vous vous êtes senti attiré par un endroit avec une histoire sombre et mystérieuse, racontez-le nous dans les commentaires. Je suis fasciné de lire vos expériences et de voir combien d'entre vous ont frôlé les limites de l'inexplicable. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à rejoindre la communauté pour plus d'histoires comme celle-ci. On se retrouve dans le prochain récit, ou peut-être dans la prochaine ombre. Reposez-vous bien, ou du moins, essayez.